dans mes placards, trouver la cafetière en verre que j'avais commandée chez un petit artisan de la Drôme, celle que ma sœur m'avait offerte pour mes 35 ans, et elle pressait le piston des deux mains comme si elle l'avait fait 100 fois auparavant. Mon mari, Marc, se tenait près de l'îlot central de la cuisine dans sa chemise de ville impeccable, lisant quelque chose sur son téléphone, et aucun d'eux n'a levé les yeux quand je suis entrée. « Bonjour », a-t-il dit sans lever le regard. Elle s'est retournée et m'a souri. Elle portait le gilet de couleur crème qui était accroché au crochet près de la porte de service, le mien de l'hiver dernier, celui que je comptais remonter à l'étage. Elle avait l'air à l'aise. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait déjà décidé que c'était sa cuisine. Je me suis versé un verre d'eau du robinet et je suis restée là un moment. Je n'ai rien dit. J'avais appris au cours des 3 dernières semaines depuis que j'avais découvert la vérité que le silence était la seule chose à laquelle ni l'un ni l'autre ne savait comment répondre. Marc a fini par lever les yeux. Nous devons parler aujourd'hui, tous les 3. Je suppose que oui, ai-je dit, et je suis remontée à l'étage. Je savais déjà ce que serait la conversation. Il s'y préparait depuis des jours. La distance prudente, la façon dont il avait cessé de prétendre se coucher à une heure raisonnable, la façon dont elle, Chloé, était passée progressivement du statut d'invitée dans notre maison à quelque chose d'autre, quelque chose qui comptait rester. J'avais observé tout cela avec le calme particulier d'une personne qui sait quelque chose que les autres personnes dans la pièce ignorent. Ce qu'il allait me dire, c'est que les choses avaient changé, qu'il avait changé, que notre mariage était arrivé à son terme et qu'il était temps d'être honnête. Son mot, honnête, de la part d'un homme qui me mentait depuis 14 mois. Il serait raisonnable à ce sujet. C'était son style. Il était l'avocat d'affaires dans un grand cabinet parisien. Il était toujours raisonnable. Il présenterait cela comme une négociation, comme une offre de règlement, et il s'attendrait à ce que je l'accepte et que je sois reconnaissante. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je m'occupais discrètement de mes propres papiers depuis presque 2 ans. J'ai rencontré Marc l'année de mes 28 ans. Il en avait 33, nouvellement nommé associé dans un cabinet de taille moyenne à Lyon, et il avait une façon d'entrer dans une pièce qui attirait l'attention de tous. Je dirigeais le côté marketing d'une petite société de promotion immobilière à l'époque. Rien de prestigieux, mais j'étais douée. Et j'avais économisé assez pour verser un acompte sur un petit immeuble de rapport dans le Vieux-Lille avant mon 27e anniversaire. Il trouvait cela charmant. Un petit projet annexe, disait-il, quelque chose pour m'occuper. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard. Sa carrière s'est accélérée rapidement. Au moment où nous avions 35 et 40 ans, nous avions emménagé dans une villa de 5 pièces à Saint-Cloud, le genre de quartier où les pelouses sont toujours parfaites et où les gens vous invitent à des réceptions chics. Il gagnait très bien sa vie. Je travaillais à distance pour une agence de branding 3 jours par semaine et je gérais mes propriétés le reste du temps. Les propriétés au pluriel car ce petit projet annexe n'était pas resté modeste. À l'âge de 32 ans, je possédais 4 unités locatives. À 34 ans, j'en avais 7. J'avais créé une SARL nommée Groupe Immobilier Horizon et j'y avais tout regroupé. Mon avocate, une femme avec qui j'avais fait mes études nommée Sandrine, m'avait aidé à structurer le tout correctement dès le début. Mon mari savait que j'avais quelques biens locatifs. Il savait que je prenais occasionnellement des appels de locataires ou d'entrepreneurs. Il ne posait pas de questions parce qu'il considérait cela comme un passe-temps, de la même manière qu'il considérait mon travail de branding comme un passe-temps. De la même manière qu'il considérait la plupart des choses que je faisais et qu'il ne comprenait pas totalement comme décoratives plutôt que fonctionnelles. La maison dans laquelle nous vivions à Saint-Cloud n'était pas à nos 2 noms. Il avait supposé que nous la mettrions aux 2 noms lors de l'achat. Nous en avions parlé brièvement une fois quand l'offre avait été acceptée. Puis il a été entraîné dans un procès qui a duré 6 semaines et j'ai géré la signature finale chez le notaire. C'est moi qui avais les fonds pour l'apport, tirés d'un compte de la société Horizon. Quand les documents sont arrivés, son nom n'y figurait pas. Il n'a jamais demandé à voir les documents de clôture. Il a signé ce que son assistant a imprimé et lui a tendu un mardi matin et n'a jamais regardé d'assez près pour s'en apercevoir. C'était il y a 4 ans. En 4 ans, il avait organisé des dîners dans cette maison,
rénover la cuisine, garer sa voiture dans ce garage et dit à ses collègues de son cabinet qu'il vivait dans l'un des plus beaux quartiers des Hauteurs de Seine. Il avait fait tout cela dans une maison qui appartenait légalement et entièrement au groupe immobilier Horizon SARL, qui m'appartenait. Je veux être clair, je n'avais pas l'intention de le tromper. Au début, c'était simplement la façon dont la transaction s'était déroulée. Plus tard, quand j'ai commencé à comprendre quel genre d'homme j'avais épousé, la façon dont il me coupait la parole au dîner avec d'autres avocats, la façon dont il me corrigeait devant les gens, la façon dont il appelait mon travail ton petit truc de locataire. J'ai fait le choix de cesser d'offrir des informations qu'il n'avait pas demandées. Il ne s'était jamais intéressé aux détails de mes finances. J'ai simplement arrêté de les lui résumer. Au moment où Chloé est apparue dans nos vies, le groupe immobilier Horizon détenait 11 unités résidentielles, 2 petits locaux commerciaux et avait une valeur nette d'un peu plus de 4 millions d'euros. Je détenais également une participation de 40% dans une société de gestion de location saisonnière qu'une amie et moi avions lancée 3 ans auparavant. Cette société s'était développée discrètement et régulièrement pour devenir quelque chose qui rapportait de l'argent réel. Personne au cabinet de Marc n'était au courant. Personne à sa salle de sport n'était au courant. Il n'était pas au courant. Il pensait que nous étions à l'aise financièrement uniquement grâce à lui. La conversation a eu lieu à midi, un samedi de mars. Je suis descendue quand il a appelé mon nom. Elle était assise à la table de la cuisine, ma table, une pièce de ferme que j'avais trouvée dans une vente aux enchères près de Chartres, avec les mains croisées devant elle comme si elle attendait d'être interviewée pour un poste. Mon mari se tenait près de la fenêtre. Il avait la posture d'un homme qui avait répété ce qu'il allait dire devant un miroir. Il m'a dit qu'il était désolé. Il m'a dit que ce qui s'était développé entre lui et elle était réel et qu'il avait passé des mois à essayer de trouver la bonne façon de gérer cela et qu'il croyait en l'honnêteté. J'ai écouté sans l'interrompre. Dehors, quelqu'un dans le voisinage passait un souffleur de feuilles. Il m'a dit qu'il pensait qu'il serait préférable que je trouve un autre endroit où loger pendant que nous réfléchissions aux prochaines étapes. Il a dit que la maison était plus logique pour eux. Elle y séjournait déjà. Elle était à l'aise. Cela éviterait des perturbations inutiles pour son travail à lui. Il a dit qu'il avait un collègue qui était un très bon avocat spécialisé en divorce et qu'il pourrait me donner son numéro. Chloé n'a rien dit. Elle m'observait avec une expression que je reconnaissais, celle de quelqu'un qui s'attend à une crise de larmes. Je l'ai regardée un instant. Puis je l'ai regardée. Depuis combien de temps préparez-vous cette conversation, ai-je demandé. Il a dit que ce n'était pas vraiment la question. D'accord, ai-je dit. Je me suis levée. Je vais passer quelques appels. Il a eu l'air légèrement surpris. Il s'attendait à plus de résistance, à des cris ou à des supplications. C'était ça le truc avec les hommes comme lui. Ils se préparaient pour la dispute qu'ils imaginaient. Et quand elle ne venait pas, ils perdaient leurs moyens. Je suis montée à l'étage. J'ai d'abord appelé Sandrine, puis mon associée Élodie, puis ma sœur. J'ai dit la même chose à toutes les trois. Ça commence. Nous avions parlé de la possibilité de ce moment depuis longtemps. Tout le monde savait quoi faire. Je n'ai pas quitté la maison ce soir-là, ni le soir suivant. Je suis restée dans la chambre d'amis au bout du couloir, celle avec la grande fenêtre qui donne sur le jardin, et j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des mois. Marc a frappé à la porte le 2e matin et a dit quelque chose sur le fait que c'était inconfortable pour tout le monde et que nous devions s'il vous plaît faire avancer les choses car Chloé se sentait mal à l'aise. Je lui ai dit que j'attendais certains documents et que je le préviendrais. Elle avait cessé de porter mon gilet à ce moment-là. Une petite victoire. Le 4e jour, un huissier de justice a sonné à la porte à 7h45 du matin. Mon mari a répondu en peignoir. L'homme à la porte était poli et efficace. Il a remis un document et a demandé à Marc de confirmer son identité, ce qu'il a fait, encore à moitié endormi. L'homme a dit merci et est parti. Marc s'est tenu dans le hall et a lu la première page. Puis il l'a relue. C'était une mise en demeure formelle du groupe immobilier Horizon SARL, le propriétaire légal de la propriété à cette adresse, notifiant à l'occupant actuel non propriétaire que le bien ne serait plus disponible pour une occupation continue et lui demandant de quitter les lieux sous 30 jours.
La lettre était sur le papier à en-tête du cabinet de Sandrine. C'était poli, précis et juridiquement inattaquable. Il est monté et a frappé à ma porte assez fort pour que le cadre tremble. J'ai ouvert. J'étais habillée. J'étais debout depuis 2 heures. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-il dit. Ce n'était pas vraiment une question. C'est un avis du propriétaire de l'immeuble, ai-je dit. Tu n'es pas propriétaire de cette maison. Le groupe immobilier Horizon l'est. Je possède le groupe immobilier Horizon. Il m'a dévisagé. Je l'ai regardé passer par toutes les étapes de l'incrédulité. Puis la recherche mentale fébrile d'un contre-argument, puis quelque chose qui ressemblait au premier contact froid d'une peur réelle. Ce n'est pas possible, nous avons racheté cette maison ensemble. Tu n'as rien signé, Marc. J'ai géré la clôture. Tu peux vérifier l'acte de propriété au bureau des hypothèques si tu souhaites vérifier. C'est insensé. Tu ne peux pas me mettre dehors. J'ai vécu ici pendant 4 ans. C'est vrai, ai-je dit, sans payer de loyer, il s'avère. Il est descendu. Je l'ai entendu au téléphone. Je l'ai entendu utiliser le mot impossible 2 fois. Je l'ai entendu se taire, ce qui signifiait que celui qui l'avait appelé avait confirmé quelque chose qu'il ne voulait pas voir confirmé. J'ai fait du café dans ma cafetière à piston et je me suis tenu à la fenêtre de la cuisine pour regarder un rouge-gorge se poser sur la clôture. C'était une matinée très ordinaire. Il a appelé son frère qui est venu en voiture et s'est assis à la table de la cuisine et a essayé de négocier avec moi comme si j'étais un conseil adverse raisonnable. J'aimais son frère. J'avais toujours aimé son frère. Je me suis assise en face de lui et j'ai écouté tout ce qu'il disait, puis je lui ai dit doucement qu'il n'y avait rien à négocier. La propriété appartenait à ma société. J'avais le droit de la reprendre. Son frère était un homme bon, mais il travaillait avec les informations que Marc lui avait données, ce qui signifiait qu'il travaillait avec une version de l'histoire qui faisait de moi la personne déraisonnable et calculatrice. Il dit que tu as fait ça délibérément, a dit son frère, que tu lui as caché cela. Je n'ai rien caché. Il n'a jamais demandé. Il y a une différence majeure. Je ne plaisante pas, ai-je dit aussi gentiment que possible. J'ai dirigé une entreprise pendant 11 ans au sein de ce mariage et il ne m'a jamais posé une seule question sérieuse à ce sujet. Ni sur mes revenus, ni sur mon patrimoine, ni sur ce que je possédais réellement. Il appelait cela mon petit truc de locataire. Il disait aux femmes de ses associés que je gérais quelques locations pour m'occuper. J'ai posé ma tasse de café. Il avait une vue d'ensemble disponible à tout moment. Il a choisi la vue qu'il préférait. Son frère s'est rassis. Il n'a rien dit pendant un moment. Elle est avec lui parce qu'elle pense qu'il a énormément d'argent, ai-je dit sans méchanceté. Elle devrait probablement vérifier cela avant que les 30 jours ne soient écoulés. Ce qu'elle n'avait pas vérifié, et ce qui est devenu clair au cours des 2 semaines suivantes, c'est que le mode de vie de mon mari avait été considérablement subventionné par le mien de manière qui n'avait rien à voir avec la maison. Les 2 voitures dans le garage, son Audi et la Mercedes qu'il m'avait achetée pour mon anniversaire il y a 3 ans, étaient toutes 2 enregistrées au nom de la société Horizon. J'avais géré le financement. Il conduisait une voiture appartenant à ma société depuis 38 mois. Chloé avait été photographiée dedans 2 fois. Sur des photos qu'elle avait publiées sur un compte Instagram privé qui n'était pas assez privé pour mes contacts. La maison de vacances à Arcachon où il l'avait emmenée l'automne précédent. Il en avait parlé comme de notre maison secondaire à au moins 3 personnes de son cabinet. C'était une propriété que j'avais achetée via Horizon en 2021. Il avait une clé parce que je lui avais donné une clé. Ce n'était pas la sienne. Cela n'avait jamais été la sienne. Sandrine a envoyé la documentation appropriée aux personnes concernées. Elle était efficace et minutieuse et avait, je crois, attendu ce jour avec une certaine impatience. Quand son cabinet a reçu les documents relatifs à la maison d'Arcachon, parce que l'un de ses associés principaux avait entendu dire par Marc qu'il possédait une villa sur le bassin et que cela avait été pris en compte dans certaines déclarations financières internes, les choses sont devenues très tendues pour lui. Il y a eu des conversations auxquelles je n'ai pas assisté mais dont j'ai entendu parler par une amie commune. Ce n'étaient pas des conversations agréables pour son prestige.
Je n'ai rien orchestré de tout cela pour être cruel. Les papiers existaient parce que les actifs étaient réels. Les actifs réels avaient toujours été les miens. La vérité finit toujours par se savoir. Chloé m'a appelé un mercredi après-midi, environ 3 semaines après le début du délai de 30 jours. J'ai failli ne pas répondre, mais je m'étais demandé ce qu'elle dirait si je le faisais, alors j'ai décroché. Elle n'appelait pas pour s'excuser. Elle appelait parce qu'elle avait découvert au cours des 48 heures précédentes que la plupart de ce que Marc lui avait présenté n'était pas exact. Elle avait appris pour la maison. Elle avait appris pour les voitures. Elle avait apparemment eu une conversation avec quelqu'un de son cabinet et avait appris une version de l'histoire de la maison d'Arcachon. Elle appelait, j'ai vite compris, parce qu'elle voulait que je lui dise quelque chose, une information qui donnerait un sens à tout cela. Est-ce qu'il savait, a-t-elle demandé. Que rien de tout cela n'était à lui. Quelle partie, ai-je répondu. Elle est restée silencieuse un moment. La maison, les voitures. Est-ce qu'il savait vraiment? Il savait que j'avais des propriétés d'investissement. Il n'a jamais demandé lesquelles, donc il ne savait pas les détails. Je pense, ai-je dit avec précaution, qu'il en savait exactement autant qu'il choisissait d'en savoir. Tout comme vous, en fait. Elle a raccroché. Je n'ai pas ressenti de satisfaction exactement. J'ai ressenti quelque chose de plus calme que cela. Quelque chose qui ressemblait plus à la fin d'une longue attente. Marc a emménagé dans un appartement meublé à Boulogne avec un bail précaire. Il a pris ses vêtements, sa collection de montres, ses clubs de golf et environ 12% des certitudes avec lesquelles il était entré dans notre mariage. Le reste n'a pas survécu au contact avec le registre foncier. Sandrine a fait avancer la procédure de divorce. Il avait un avocat, un bon, mais la situation financière n'était pas celle à laquelle son avocat s'attendait. Ce n'était apparemment pas ce qu'il avait dit à son avocat d'attendre. Il y a eu plusieurs cycles de communication qui, je l'imagine, ont été inconfortables pour lui. Je n'étais pas dans la pièce pour la plupart d'entre eux, mais Sandrine me tenait informée, et Sandrine avait un humour pince sans rire sur toute cette affaire que j'appréciais énormément. Il n'était pas question de la maison. La maison appartenait à la société Horizon. Il n'avait aucun droit légal dessus. Il n'avait jamais eu de droit légal dessus. Son avocat a envoyé une lettre suggérant que j'avais dissimulé des actifs pendant le mariage. Sandrine a répondu avec 11 ans de déclaration de revenus, les documents de formation de la SARL et une chronologie qui démontrait que chaque actif important que je détenais avait été divulgué dans mes déclarations de revenus individuelles. Qu'il avait signé conjointement chaque mois d'avril sans jamais les lire. La lettre n'a pas reçu de réponse utile. Chloé, de son côté, a rendu le gilet. Elle l'a laissé plier sur le perron dans un sac avec du papier de soie, ce que j'ai trouvé étrangement formel. Je l'ai remis sur le crochet près de la porte de service. Ma belle-mère m'a appelé la semaine après son déménagement. Je l'avais toujours aimée. C'était une enseignante à la retraite de Lyon, vive et pragmatique, avec le genre de franchise que j'avais toujours trouvé plus reposante que la politesse. Elle avait pris mon parti en privé dans la plupart des petits désaccords de notre mariage, même si elle ne l'aurait jamais dit devant son fils. Elle a appelé pour dire qu'elle était désolée. Pas désolée dans le sens où elle pensait que j'avais fait quelque chose de mal. Désolée dans le sens où elle connaissait son fils et qu'elle n'était pas surprise. Et elle avait dit ce qu'elle pouvait dire quand elle le pouvait. Et elle espérait que j'allais bien. Je vais bien, lui ai-je dit. Il a toujours pensé que c'était lui qui portait tout sur ses épaules. Elle a dit j'ai essayé de lui dire plusieurs fois. Certaines personnes doivent l'apprendre à la dure. Nous avons parlé pendant 20 minutes. Elle a posé des questions sur mes propriétés avec sincérité, comme elle l'avait toujours fait. Elle était l'une des rares personnes de son entourage à avoir jamais posé des questions de suivi sur mon travail et à avoir écouté les réponses. Je lui ai dit que les choses avaient grandi plus que je ne l'espérais. Elle a dit qu'elle n'était pas surprise. Elle a dit qu'elle l'avait toujours pensé. Je lui ai dit que j'espérais que nous pourrions rester en contact. Elle a dit que nous le ferions absolument. La société de gestion de location saisonnière, celle que je copossédais avec mon associé, celle dont Marc ignorait l'existence, a eu une excellente année cette année-là.
En fait, nous nous étions étendus sur 2 nouveaux marchés au printemps, à Bordeaux et à Nice, et les revenus le reflétaient. Mon associé m'a envoyé une bouteille de champagne et un mot qui disait simplement « Tu as choisi une bonne année pour te libérer ». J'ai ouvert le champagne seul dans la cuisine un vendredi soir avec les fenêtres ouvertes et l'air printanier qui entrait. Et je me suis tenue à l'îlot central et j'ai bu un verre en regardant la pièce dans laquelle j'avais vécu pendant 4 ans. La rénovation que nous avions faite il y a 2 ans, les comptoirs en marbre, la cuisinière haut de gamme sur laquelle j'avais fait des recherches pendant 3 mois, les luminaires suspendus pour lesquels j'avais dû le dissuader de ses mauvais goûts, tout cela était beau. Cela avait toujours été beau. Cela ressemblait à chez moi parce que c'était chez moi. J'ai pensé à la version de moi-même qui s'était assise à cette table pendant qu'il me disait de partir. À quel point j'avais été calme. Comment il avait interprété ce calme comme de la soumission alors que c'était en fait le contraire de la soumission. C'était la parfaite immobilité de quelqu'un qui sait déjà comment commence le chapitre suivant. Il y a des femmes qui font du bruit quand elles sont puissantes. Elles le devraient. Il n'y a rien de mal à cela. Et il y a des femmes qui construisent discrètement pendant 10 ans et attendent et laissent les papiers parler. J'avais toujours été du second type. 6 mois plus tard, j'ai acheté une autre propriété, un immeuble à usage mixte dans le centre de l'île, pas loin de la première unité locative que j'avais possédée, la petite que j'avais achetée avant mes 27 ans. Je l'ai visité un mardi matin avec mon entrepreneur, une femme nommée Valérie, qui travaillait avec moi depuis 4 ans et qui parlait des bâtiments comme certaines personnes parlent des gens avec attention. Avec une compréhension spécifique de la façon dont les choses vieillissent et de ce qu'elles peuvent supporter. Celui-ci a de bonnes bases, a dit Valérie, debout dans l'espace commercial vide du rez-de-chaussée. C'est souvent le cas, ai-je dit. Il suffit de savoir regarder. J'ai signé le compromis de vente la semaine suivante. La propriété a rejoint le portefeuille d'Horizon, qui avait atteint à ce moment-là une taille que mon mari n'aurait pas reconnue à partir de la vague idée qu'il en avait eue pendant 11 ans. Il avait une image de moi dans son esprit, la femme qui gérait quelques locations et travaillait à temps partiel et s'occupait de la logistique de leur vie commune. Cette femme était réelle. J'avais également fait plusieurs autres choses en même temps en mon propre nom, dans ma propre entreprise, avec mon propre argent. Et il n'avait simplement jamais posé assez de questions pour s'en apercevoir. Les gens voient ce qu'ils décident de voir. Il avait décidé de voir un certain genre de femme. Les papiers avaient toujours raconté une histoire différente pour quiconque voulait bien les lire. Je n'étais plus en colère à ce sujet. J'avais été en colère pendant un certain temps. Pas d'une colère explosive, mais d'une colère lente. Le genre de colère qui vient du fait d'être sous-estimé par quelqu'un qui aurait dû vous connaître mieux que quiconque. Cela s'était apaisé en quelque chose de plus calme. Quelque chose qui ressemblait moins à de la colère et plus à de la clarté. Je savais qui j'étais. Je l'avais toujours su. J'attendais juste que le reste du tableau rattrape son retard. Le divorce a été finalisé un jeudi de septembre. Une matinée claire avec la lumière qui arrivait de biais comme elle le fait au début de l'automne. Sandrine m'a envoyé un seul message. C'est fait. J'étais à l'immeuble de Lille en train de regarder l'équipe de Valérie travailler au 2e étage et je me suis tenue dehors sur le trottoir et j'ai lu le texte puis j'ai mis mon téléphone dans ma poche. Une femme promenant un chien est passée près de moi et a fait un signe de tête. J'ai répondu par un signe de tête. J'ai pensé à appeler quelqu'un, ma sœur, ma mère, mon associé. J'ai décidé d'attendre. Certains moments sont mieux vécus en silence pendant un certain temps avant de laisser quelqu'un d'autre y entrer. Ce soir-là, je suis retournée à Saint-Cloud et je me suis garée dans mon allée et je suis restée assise dans la voiture pendant 1 minute avant d'entrer. La maison était la même qu'elle l'avait toujours été. L'érable dans le jardin de devant commençait à changer de couleur. La lumière du Porsche s'est allumée automatiquement quand je suis sortie de la voiture, j'avais réglé la minuterie moi-même il y a des années et je ne l'avais jamais changée. J'ai fait le dîner dans ma cuisine. Je me suis assise à ma table. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai consulté les comptes d'Horizon et j'ai passé 1 heure à faire ce que je faisais la plupart des soirs, examiner les chiffres, réfléchir à la suite, prendre des notes dans les marges d'un tableur qui grandissait depuis 11 ans. La cafetière à piston était sur le plan de travail.
Je l'avais lavée le jour où l'huissier était venu et je l'avais remise à sa place. Je me suis versé une deuxième tasse. Dehors, le quartier était calme. L'érable bougeait légèrement dans le vent. J'avais construit quelque chose. Je l'avais construit comme on construit tout ce qui dure, lentement, soigneusement, sans avoir besoin que personne ne le voie pendant qu'il devenait ce qu'il allait être. C'était fini maintenant. Ou plutôt, ce n'était pas fini. C'était juste entièrement à moi, enfin, dans tous les sens du terme, sans que rien n'en obscurcisse la forme. C'était suffisant. Plus que suffisant. J'ai fermé l'ordinateur, lavé ma tasse et je suis allé me coucher dans la maison qui avait toujours été la mienne. Cette histoire nous rappelle avec force que l'indépendance financière et la discrétion sont parfois les meilleurs alliés d'une femme. Dans un monde où l'on est souvent jugé sur les apparences, l'héroïne de ce récit a su transformer le mépris de son mari en une opportunité de protection. Le contraste entre l'arrogance de Marc, qui se croit le pilier central du foyer, et la solidité silencieuse de Céline est saisissant. La morale ici n'est pas seulement la revanche, mais la résilience et la vision à long terme. En France, la gestion du patrimoine est souvent un sujet tabou dans le couple, mais cette narration montre l'importance de maîtriser ses propres dossiers. C'est un portrait de femme moderne qui ne cherche pas la validation, mais la liberté. Que pensez-vous de la stratégie de Céline ? Auriez-vous agi de la même manière en gardant vos succès secrets ou pensez-vous que la transparence totale est indispensable dans un mariage ? Partagez vos réflexions dans les commentaires.